vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. Cette phrase, c'est Klaus Schwab. Klaus Schwab, c'est l'homme des hommes de Davos. C'est le président du WEF, le World Economic Forum, plus connu sous Davos. Voilà, Davos, cette grande ville, enfin cette grande station suisse dans laquelle se réunissent tous les plus grands décideurs du monde chaque année et où on décline, après, chacun dans leur pays respectif, ils viennent décliner les idéologies et les idées. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien à l'écran, mais là on a un homme assis sur des tas de dollars et puis, bien évidemment, une allégorie aux populations qui se prosternent devant celui qui détient la propriété et qui essaye de réclamer quelques miettes. Et on va commencer par définir quelques notions fondamentales et essentielles. Et ce que je vais faire là est très important parce que bien souvent, on ne connaît tout simplement même pas ces notions de base. On croit les connaître, ce qui est encore plus dangereux. On croit les connaître, en réalité on ne les connaît pas. Alors le capitalisme, c'est quoi? C'est une organisation sociale caractérisée par la propriété privée des biens et des moyens de production. Les amis, rien de plus, rien de moins. Je répète, ce n'est pas les profits, les dividendes, la bourse, les multimilliardaires, les multinationales. Non. Le capitalisme n'est rien de tout ça. Il peut être cela, il peut devenir cela. Mais la définition de base, c'est l'organisation sociale caractérisée par uniquement la propriété privée des biens et des moyens de production. Cette entreprise est la mienne, ce four pour faire du pain est le mien, cette terre agricole est la mienne, cette maison est la mienne, cette voiture m'appartient et si tu me la prends, tu me la voles. Le capitalisme, c'est juste la propriété privée des biens et des moyens de production. Alors, ce capitalisme en miroir, il a son opposé, qui est évidemment le communisme. Et c'est quoi le communisme? C'est pas tout État, tout le monde, ou un truc qui serait plus juste, ou un truc qui serait moins juste, même si dans les faits c'est un truc qui est devenu totalitaire, mais le communisme, en miroir au capitalisme, c'est juste l'inverse. Vous savez ce que disait Coluche, hein, le capitalisme c'est l'exploitation de l'homme par l'homme, et le communisme c'est son contraire. Je reprends, Coluche, le capitalisme c'est l'exploitation de l'homme par l'homme, et le communisme c'est son contraire dans l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est juste absolument génial et truculent comme formule, pleine d'humour et tellement juste. L'organisation politique et sociale fondée sur la suppression de la propriété privée au profit de la propriété collective. Dans le capitalisme, on a le respect de la propriété privée qui est le principe de base. Dans le communisme, on a l'inverse. La propriété privée n'existe pas, la propriété est toujours collective. Quand Klaus Schwab vous dit « vous ne posséderez plus rien et pourtant vous serez heureux », de quel monde vous parle-t-il? De quel monde vous parle-t-il? Et c'est très intéressant d'essayer d'aller plus loin, et je vais vous parler de notre texte fondateur par excellence. Vous savez, quand on parle « les valeurs de la République », il faut défendre les valeurs de la République. La République, le cœur sur la main, la République française, répétez avec moi, la République, d'accord? Vous entendez ça, hein, cette petite musique, les valeurs de la République par-ci, la République par-là, etc. Je le fais de manière outrancière, un petit peu provocante, exprès pour stimuler la réflexion de tous et l'attention de chacun. Article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, vous pouvez aller la chercher sur le site de l'Elysée.fr, a priori site autorisé n'étant pas complotiste, ou sur le site du Conseil constitutionnel, qui pareil est un site purement et totalement et intégralement et objectivement officiel. C'est la plus haute instance juridique de notre nation, de notre République, qui est gardienne des valeurs fondamentales et essentielles de la République, et donc nous convoquons le premier texte qui est celui sur lequel se base tout en France depuis la Révolution française 1789, c'est la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Alors tout le monde connaît à peu près l'article 1, je dis bien à peu près, parce qu'ils n'en comprennent pas forcément bien la portée ou les subtilités, et puis ça s'arrête à peu près là, donc l'article 1, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, d'accord? Donc on ne confond pas inégalité et injustice, ça n'a strictement rien à voir. Or, on confond systématiquement inégalité avec la notion d'injustice. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Les distinctions sociales, comprenez par là les inégalités, sont prévues dans l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il y a évidemment des inégalités majeures. Simplement, ces inégalités, pour ne pas être injustes, doivent être basées, les distinctions sociales, je suis plus que toi dans la République, je suis plus que toi, mais c'est basé sur l'utilité commune. Je suis plus que toi parce que, par exemple, je suis policier ou gendarme, et donc ma parole vaut plus que celle d'un citoyen. Eh oui, hein, vous le savez tous. Ou je suis un préfet, et donc j'ai des droits supplémentaires par rapport à vous, ou des passe-droits, comme vous voulez. Ou je suis président de la République, et le président de la République, ou un certain nombre de ministres, par exemple, ne rendent pas de compte devant la même justice que nous, mais devant la Cour de justice de la République. D'accord? Donc ils n'ont pas le même cycle de justiciable que le commun des mortels, que le reste des citoyens, pourtant libres et égaux, mais uniquement en droit, et même pas tant que ça en droit, puisque vous voyez qu'il y a un droit différent entre notre justice à nous et puis la Cour de justice européenne pour les grands mamamouchis qui nous dirigent, par exemple. Article 2,
Article 2. Donc juste après, on est libre et égaux en droit, même si Coluche disait aussi qu'il y en a qui sont plus égaux que d'autres, d'accord? Coluche qui avait à peu près tout compris. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Les droits naturels, c'est ce que nous ressentons de manière profonde depuis le premier jour où nous avons respiré. Et jusqu'au dernier jour où nous allons respirer. Nous avons besoin de liberté, nous avons besoin de nous assumer pleinement, nous avons besoin de vivre, nous avons besoin de nous épanouir, nous avons besoin d'être heureux. Bref, ce que l'on ressent, ça, c'est nos droits naturels. On a besoin de respirer, on a besoin de boire, on a besoin de s'alimenter, on a besoin de pouvoir se déplacer, d'être libre, de pouvoir nous aimer, parfois même de nous détester. Nous sommes des êtres de sentiments et d'émotions. Bref, c'est ce que nous sommes et ce sont nos droits naturels. Et donc évidemment, vous voyez bien que dans certains systèmes, ces droits naturels se heurtent à la privatisation d'un certain nombre de droits naturels. Et donc pour éviter que ces droits naturels soient privatisés, nous soient retirés, parce qu'ils sont imprescriptibles, c'est-à-dire qu'ils nous sont irretirables, ils nous sont insupprimables, on ne peut pas nous les retirer, on ne peut pas et on ne doit pas nous les supprimer. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Alors Emmanuel Macron a dit très récemment, vous l'avez peut-être entendu, réveillez-vous, réveillez-vous, il a raison, il faut se réveiller. Emmanuel Macron a raison, il faut se réveiller, je ne suis pas sûr qu'il apprécie évidemment ce type de réveil intellectuel. La liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Vous remarquerez que la résistance à l'oppression est en dernier, que la sûreté, c'est-à-dire la sécurité, le fait de ne pas être agressé, d'être protégé, de pouvoir ne pas être violé, attaqué, tué, etc., assassiné dans la rue, est en troisième, que le premier c'est la liberté, et que le second tout de suite qui arrive c'est la propriété. Liberté et propriété sont évidemment indissociables, parce que la propriété libère. Et je vous rappelle le contexte de cette déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Ce contexte, c'est évidemment la libération. Lapsus révélateur. C'est la Révolution française. Et donc nous passons de l'ancien régime à la République. Et l'ancien régime, c'est quoi? C'est une monarchie et il n'y a pas de propriété pour les serfs, pour les esclaves, tous les gens réduits en servitude. Parce qu'ils ne peuvent pas être propriétaires de leurs terres, de leurs maisons, de leurs biens de production. Ça leur est tout simplement interdit. Ça leur est tellement interdit qu'une petite caste, les nobles de l'époque, on peut les aimer, on peut être royaliste, c'est un autre débat, on va prendre là une généralité. Les nobles de l'époque ont confisqué évidemment toute la propriété et donc ils ont capté toute la richesse et réduit le reste de la population, les 99%, en esclavage. Alors eux, ils héritaient leur fortune et leurs droits de propriété, et vous devez scinder la notion de fortune avec la notion de droit de propriété. L'accumulation de richesse et de fortune n'est pas un problème. Ce qui est un problème, vous l'avez compris, c'est l'accumulation des droits de propriété. Quand vous avez 1% des gens qui ont capté 99% des droits de propriété, ça n'a rien à voir avec l'argent, c'est la propriété. Donc la propriété, c'est la capacité justement à faire de l'argent et surtout à réduire la liberté des autres, puisque pour pouvoir ne serait-ce que se loger ou acheter des choses, eh bien vous ne pouvez plus être propriétaire de rien, vous êtes obligé de à chaque fois être dépendant de celui qui évidemment détient cette propriété. Et donc la différence entre un monde, l'ancien régime où il n'y avait pas de propriétaire, et ce nouveau régime, la République, où les droits imprescriptibles de l'homme sont la liberté et la propriété, eh bien c'est bien évidemment la possibilité pour tous de quoi? Eh bien d'être propriétaire de sa terre, de sa ferme, de son exploitation, de son troupeau de vaches, de son usine, de sa maison. Et donc ça change tout, y compris évidemment la création de richesse, puisque quand vous êtes réduit en servage, et que vous êtes le serf du seigneur, si vous pouvez tirer au flanc, vous allez tirer au flanc. Et le méchant seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Pour que vous ne tiriez pas au flanc, il vous fouette, il vous taxe, il vous tape. Bref, il se comporte comme un dictateur, et donc, il vient détruire votre liberté pour vous soumettre. Liberté et propriété, ça se voit dans nos textes les plus essentiels, les plus fondamentaux, et qui sont même nos textes fondateurs, sont deux idées consubstantielles, c'est-à-dire deux idées qui vont ensemble, qui sont indissociables. Il n'y a pas de liberté sans propriété, et si on vous dit que vous ne posséderez rien et que vous serez heureux, et que c'est bien, eh bien on vous ment, parce que c'est évidemment tout l'inverse que disent les textes fondateurs, et c'est un immense drame que, hélas, nous ne les étudions plus, qu'ils ne soient plus enseignés à la plus grande majorité, mais à une infime minorité.